Merci de nous rejoindre, chers téléspectateurs, dans ce numéro du 24-12 sur A12 Télévision. Le 23 janvier dernier, le gouvernement burkinabé confirmait avoir demandé de manière officielle le départ des troupes françaises de l'opération Sabre de son territoire, ceci dans un contexte de fragilisation des relations entre Paris et certains États de la sous-région, notamment ceux pris dans les tenailles de l'insurrection djihadiste. Pendant ce temps, à l'Élysée, les dirigeants ivoiriens et français affichaient leur volonté de renforcer la coopération entre leurs deux pays. La Côte d'Ivoire, dernier verrou de l'influence française en Afrique de l'Ouest, on en parle dans quelques instants. Et puis le second sujet de ce 24-12 porte sur l'alliance annoncée entre le FPI de Pascal Affi-N'Guessan et le RHDP au pouvoir en Côte d'Ivoire. Affi-N'Guessan a-t-il été poussé dans les bras de Ouattara? L'analyse avec nos consultants sur le plateau. J'ai nommé Nando Dapa, président de l'Union des patrons de presse en ligne de Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Jean-Richard Nguékan, vous êtes journaliste indépendant. Bonjour. Merci d'être là également. Merci. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Nando Dapa. C'est par vous qu'on commence justement pour se poser cette question. Est-ce que l'on peut parler aujourd'hui de l'existence d'une influence française en Afrique de l'Ouest? Bien entendu, cette influence existe depuis toujours, depuis les temps coloniaux jusqu'à nos jours. Je pense que la France a toujours cette influence sur les États dits coloniaux. Et depuis lors donc les indépendances, et puis surtout que ces États faisaient partie donc des colonies françaises. Donc après même l'indépendance, on a parlé d'indépendance économique, indépendance politique, et jusqu'à présent, les rapports entre la France et certains États continuent d'être guidés par l'économie, par la politique, par la diplomatie. Et au nom de ces rapports-là, je pense que la Côte d'Ivoire a toujours entretenu donc, des relations d'amitié avec la France. Et donc, malgré tout ce que l'on observe, il faut dire que ces dernières années, justement, la question se pose parce que, on le disait tout à l'heure, donc en introduction de l'émission, il y a donc beaucoup de perturbations ces dernières années dans les relations entre la France et certaines de ses anciennes colonies. Un sentiment anti-français grandissant, notamment dans les pays du Sahel, donc en proie à l'insurrection islamiste. On parle du Burkina Faso, on parle du Mali, à un degré moindre au Sénégal, au Tchad également, où la fièvre ou la poussée donc de l'attirance pour l'implication plus forte de la Russie se manifeste. Est-ce que cette influence française-là existe? C'est vrai que vous le dites, elle a toujours existé, mais est-ce qu'elle se maintient dans la stabilité, je veux dire, telle qu'elle était il y a de là, par exemple, 20 ans en arrière? Oh non, 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 pas du tout. Ça ne peut pas exister de la même manière, dans la mesure où les conditions ont varié, la situation a changé. Tu parlais tantôt de la percée djihadiste dans certains pays, tels que les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Tchad. Donc, vous voyez, on est arrivé à un moment où les relations diplomatiques entre ces États et la France ont atteint un niveau où il y a une crise de confiance. La crise de confiance s'établissait dans les conditions où, au départ, ces États avaient mis toute leur confiance en la France pour pouvoir les délivrer, pour pouvoir les sortir de l'influence djihadiste ou bien de la caporisation djihadiste sur ces pays-là. Il faut rappeler que cela avait commencé avec l'opération Serval en 2013, et justement qui avait permis de freiner l'avancée des djihadistes sur Bamako, qui descendaient vers la capitale malienne. C'est important de le rappeler aussi, avant que cela soit remplacé par Barkhane. Tout à fait. Bien entendu que depuis lors, les Africains, les États qui sont concernés donc par cette guerre, on peut le dire ainsi, on pensait que la France pouvait les délivrer totalement. Mais vous voyez, depuis ces années jusqu'à ce jour, le djihadisme continue et les tueries existent encore. Les États continuent de compter leurs morts. À un moment donné, ils se sont dit, mais attends, est-ce que la France est capable véritablement de nous sortir de ce bourbier djihadiste? Alors justement, à ce niveau-là, Jean-Richard Nguékan, le cas de la Côte d'Ivoire semble faire école. Le pays a connu un attentat majeur en mars 2016 avec, je crois, 22 morts, si mes chiffres sont bons. À Grand Bassam. Justement, à Grand Bassam, 22 morts.
Et depuis lors, il y a eu, c'est vrai, les attentats de Kafolo en 2020. En juin 2020, je crois, il y a eu quelques autres incidents de cette nature. Mais dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire se maintient. La Côte d'Ivoire maintient un climat de sécurité plus ou moins enviable dans une sous-région véritablement perturbée. Est-ce que le renforcement de l'axe Paris-Abidjan justement permet donc d'obtenir ce fruit-là sur le plan de la stabilisation sécuritaire? Oui et non. Dans un premier temps, vous avez parlé de la sécurité au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est en cela qu'il faut saluer les autorités ivoiriennes qui, quoi qu'on dise, maintiennent une sécurité non seulement à la frontière nord de la Côte d'Ivoire, quand on sait plus ou moins la situation que le Mali vit aujourd'hui, quand on connaît également la situation du Burkina Faso, on sait plus ou moins qu'il y a eu l'attaque de Kafolo, mais depuis cette attaque-là, il y a une certaine stabilité dans le nord du pays. C'est vrai qu'on a connu l'épisode de Grand Bassam, fort malheureusement, mais depuis lors, la Côte d'Ivoire est plus ou moins dans une stabilité dans un océan qui connaît l'Afrique de l'Ouest, parlant de l'océan de l'Afrique de l'Ouest, qui connaît quelques perturbations, notamment au Burkina et au Mali. Et il faut saluer cette collaboration. C'est vrai qu'il y a ce sentiment anti-français qui existe aujourd'hui, qui est exacerbé en quelque sorte avec la situation que vit le Mali et la situation que vit le Burkina Faso. Mais n'empêche que la France, on ne doit pas considérer forcément la France comme un messie, mais la France vient appuyer, vient accompagner, non seulement militairement, quoi qu'on dise, la France a une connaissance du terrain de l'Afrique de l'Ouest. Elle est en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs années. Depuis des siècles. Hein, depuis des siècles. Quand on prend le 43e BIMA qui a été créé depuis 1978, depuis plus de 40 ans aujourd'hui, c'est dû que la France a une connaissance du terrain de l'Afrique de l'Ouest. Et ce passé de la France, je pense que c'est quand même problématique pour le Burkina Faso. On a eu aussi, il faut le mentionner, la création de l'Académie de lutte contre le terrorisme qui est une justement la matérialisation justement de cette coopération sécuritaire très poussée entre Abidjan et Paris, même l'ensemble de la sous-région ouest-africaine francophone. Alors justement, est-ce que les velléités russes dans la sous-région, cette poussée, on voit au Mali avec l'implication de Wagner justement dans la lutte contre le djihadisme, Wagner qui est aujourd'hui perçu comme la milice messie justement pour sortir le Mali de cette gangrène sécuritaire. On a le Burkina Faso également qui semble se rapprocher de Moscou avec la visite en décembre dernier du chef du gouvernement burkinabé Apollinaire Kelem donc à Moscou pour affermir les liens à ce niveau-là, même si rien n'est encore officiel entre ces deux pays sur le plan sécuritaire. La position de la Côte d'Ivoire peut-elle freiner les ardeurs de la Russie dans cette sous-région-là qui tend visiblement à vouloir expulser la France de son précaré? La position de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France, c'est une position qui date des siècles, nous l'avons rappelé tout à l'heure. Et la position aussi de la Russie vis-à-vis des pays africains est une position qui émane des guerres ancestrales, les deux guerres mondiales. Depuis les indépendances même d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est l'hégémonie des États, j'allais dire, occidentaux sur les États africains qui continue. C'est pas, en fait, c'est pas c'est vrai, l'Afrique est visée par la Russie. Mais en même temps que l'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, est visée par la Russie, c'est le bastion français en Afrique que la Russie cherche à récupérer. Parce que c'est en récupérant déjà avec la fragilisation des relations entre le Burkina et la France, entre le Mali et la France, ça donne une avancée à la Russie dans sa conquête des territoires. Il n'y a pas que la Russie, il y a aussi la Chine qui se positionne aussi. C'est vrai qu'on aborde les questions militaires, mais la Chine sur le plan commercial se positionne. Il y a la Turquie aussi qui se positionne. Donc géostratégiquement, entre les blocs de l'Est et ceux de l'Ouest. Effectivement, et face à toutes ces percées-là, force est de constater que la France est forcément fébrile.
Et il y a une percée de la Russie, une percée de la Chine, une percée de la Turquie. Et ça fragilise un tout petit peu la France, qui est un partenaire historique des États africains. Et quand on sait que le sentiment français existe en Afrique depuis bien longtemps, depuis des siècles et des siècles, mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec ces 10 dernières années, hein, surtout après la guerre de Libye. Effectivement. Oui, et puis, il faut noter que ce sentiment anti-français existait très souvent dans les salons feutrés, on a parlé peut-être dans les kiosques à café, dans les restaurants, mais ce sentiment anti-français tente à être visible dans la rue, puisqu'on a vu au Mali les populations sorties, brûler le drapeau français. On l'a vu également au Burkina Faso, on le voit dans quelques pays qu'il y a quelques velléités vis-à-vis de la France. Et cela est dommage quand on sait que la France reste un partenaire historique des États africains, surtout des pays de l'Afrique de l'Ouest. Absolument. Alors, il y a un détail, justement, pour vous permettre de finir, Nando Dapa, qui semble assez pertinent à remarquer, à relever, c'est que c'est justement après des renversements de régime par des militaires que la Russie trouve un terreau fertile pour s'implanter. Cela s'est vu au Mali, lors des 2 derniers coups d'État, le premier contre Ibeka en 2020, le second contre le régime de transition dirigé par, j'oublie un peu le nom du colonel. Et au Burkina Faso, c'est le même schéma, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a renversement de régime, la Russie, est-ce que l'on peut peut-être à partir de là conclure que la Russie, que Moscou tire les ficelles justement pour la déstabilisation démocratique de nos États? Mais on peut le dire avec justesse, mais on peut le dire aussi sans... si on ne fait pas attention qu'on le dise ici, on risque de tomber dans le faux. Parce que la Russie peut être dans une position d'attente, mais dès lors où il y a un coup d'État, ou bien dès lors où il y a une crise militaro-politique dans un pays, là on fait appel aux armes. Mais n'oublions pas que la Russie est un grand commerçant d'armes. Dès lors où il y a une crise militaire, la Russie cherche à positionner, à vendre ses armes. Et du coup, la Russie devient un partenaire important pour les nouveaux tenants du pouvoir. Parce qu'ils ont besoin d'armes pour pouvoir combattre. Et étant donné qu'on a déjà l'impression que la France est j'allais dire, responsable derrière, j'allais dire, le président qui a été renversé, du coup, le sentiment anti-français est dans, on laisse donc le terrain fertile à la Russie de venir s'installer. Voilà comment les choses se passent. D'abord, la Russie se présente comme vendeur d'armes et ensuite, il se présente comme partenaire politique et diplomatique. Privilégié. Alors justement, il faut dire également que la Russie profite aussi des différentes contestations. La France vit... à l'image du dernier coup d'État Burkina Faso. Ah oui, on a vu le climat assez défavorable de la France en Centrafrique. Et en 2018, Wagner en a profité pour s'installer en Centrafrique. Tout comme au Burkina Faso récemment. Alors justement, avant de conclure avec ce chapitre, Jean-Richard Nguékan, il y a cette question peut-être qui taraude l'esprit de plusieurs. Certes, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire conserve des relations solides avec la France. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer dans les années à venir, assez rapidement, dans la perspective d'un changement de régime en Côte d'Ivoire, avec de nouveaux tenants du pouvoir qui ne seraient pas forcément aussi favorables au développement ou qui souhaiteraient, comme le disent les voisins du Nord, voir à côté? Alors moi, je pense que la France reste un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire. Assez rapidement. On a des rapports assez très proche avec la France. Je pense qu'il serait bien de continuer avec la France. C'est vrai qu'il y a ce sentiment-là anti-français qui existe, mais n'empêche que la France reste un partenaire militaire pour bouter hors de l'Afrique de l'Ouest les djihadistes. Très bien. Alors pour revenir donc au second sujet de notre plateau, c'est bien sûr l'alliance récemment annoncée entre le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan et le RHDP au pouvoir d'Alassane Ouattara. Vous l'aurez compris, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et l'annonce a fait grand bruit. Affi-N'Guessan qui était soupçonné depuis un certain temps, depuis la fin de la crise électorale de 2020 par certains partisans de l'opposition, notamment du camp Gbagbo, de rouler pour le président Ouattara. Cette annonce donc qui vient donc comme pour confirmer
les soupçons qui pesaient sur l'ancien Premier ministre ivoirien. Alors, Nando Dapa, pour en venir encore à vous, est-ce que vous avez été surpris, vous qui êtes un observateur assez averti donc, de la scène politique ivoirienne, par ce rapprochement-là, même pas un rapprochement, mais cette annonce désormais confirmée de l'alliance entre ces deux partis politiques? Eh bien non, je crois que tout observateur de la scène politique en Côte d'Ivoire ne peut pas être surpris, j'allais dire, de cette démarche d'Afin Guessan et de cette annonce officielle qui a été faite récemment à l'occasion des présentations de vœux de nouvel an par ses partisans. Eh bien, il faut dire que ce qui paraît surprenant, c'est, j'allais dire, de tomber pieds joints dans le RHDP, tel que ça se présage, ça se présente déjà, ça semble se confirmer. Quand on crée un parti politique, je pense qu'on ne crée pas un parti politique pour accompagner un autre parti politique. Quand on crée un parti politique, c'est pour gérer le pouvoir. Je pense que, et puis, quand on est leader d'un parti politique, c'est qu'on a une idéologie à défendre, c'est qu'on a une vision et c'est qu'on a un objectif. Quand on décide de s'allier à un autre leader, je ne sais pas qu'est-ce que cela va devenir. C'est vrai, il y a eu des alliances en Côte d'Ivoire, les alliances multiformes, on en a connu. Les alliances contre nature, on pourrait le dire. Il y a eu le FPI qui s'était allé au RDR, après le PDCI s'est allé au RDR, ensuite Bédier s'est inféodé pratiquement au RHDP, il s'en est sorti. Mabri Touake s'est inféodé au RHDP, il s'en est sorti et il est revenu. Aujourd'hui, le RHDP dit être un parti. Pas un groupement, c'était à l'origine un groupement de partis, mais aujourd'hui le RHDP se dit un parti à part entière. Alors, Afin Guessan, en s'alliant au RHDP, que devient le FPI? Le FPI va naturellement mourir de sa belle mort. Où se trouve aujourd'hui le MFA de Anaké Kobena? Le MFA est mort de sa belle mort. Où se trouve le PIT de Francis Vaudier? Le PIT est mort de sa belle mort. Mais il va donc sans dire que le FPI d'Afin Guessan va mourir de sa belle mort, c'est certain. Alors donc, on n'est pas surpris. Mais Afin Guessan, je crois qu'il a une vision politique, j'allais dire, défaitiste. Il a gagné sur le fil à Bongouanou, au régional. Qu'est-ce qui prouve qu'il va encore gagner aux prochaines élections régionales à Bongouanou? Et un leader d'un tel parti, s'il perd les régionales, la honte est toute établie. Et je crois que c'est en prévision de tout cela que Afin Guessan a jugé bon de se jeter dans les bras de Alassane Ouattara. Est-ce que vous partagez cette analyse, Jean-Richard Nguégan? Bien sûr, en partie oui, mais moi cette alliance suscite en moi plusieurs interrogations. Quel sera l'apport d'Afin Guessan au RHDP? Ça c'est l'une des interrogations. Il faut quand même préciser qu'il n'est pas membre du parti unifié, mais il en est un partenaire, un allié. Oui, mais quel sera son apport en contrepartie dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'il gagne? Il a abordé la question des régionales. Est-ce pour sauver son fauteuil? Je me pose la question. Que dira plus ou moins les partis qui ont essayé plus ou moins d'échanger avec lui? Je pense au COGEP de Chadblé-Gouté, au MGC. Quel sera en quelque sorte l'avis que dira ces différents partis politiques? Et pourtant, Afin Guessan est quelqu'un qui a un parcours politique assez impressionnant. L'homme a 70 ans aujourd'hui, il a été ministre, il a été premier ministre, il est ingénieur de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un homme abattu qui va au RHDP, tout porte à le croire? C'est véritablement dommage quand on a lutté pour arracher le FPI au président Laurent Gbagbo, c'est pas pour aller faire alliance avec le RHDP, je pense. Vous seriez surpris si demain, justement, ces autres partis que vous venez de citer, je parle du mouvement des générations capables de Simone Gbagbo, du COGEP de Chadblé-Gouté, si ces partis-là décidaient, eux aussi, peut-être dans le cadre d'enjeux électoraux, de se joindre au RHDP dans le cadre d'une alliance? Cela voudrait dire que le RHDP est un parti assez fort. Et cela voudrait dire que le président Alassane Ouattara est un grand homme politique. Avoir cette capacité, cette possibilité de réunir autour de lui des personnes d'idéologie assez différentes, c'est une force politique qu'il faut saluer. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, il est sans conteste. Il est sans conteste que Alassane Ouattara travaille. Quelle que soit notre position, on sait que le pays est sur de bons chantiers. Le pays est en chantier, il y a des chantiers partout. Il a même travaillé plus que la plupart de ses prédécesseurs. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle
il ne devait pas exister de parti politique. Peut-être même tous ces efforts, tout ce travail que le président Alassane a fait, c'est parce qu'il y avait un contre-pouvoir. C'est parce que s'il ne le fait pas, les autres vont lui dire qu'il devait le faire. Ou bien ils vont dire qu'il n'a pas travaillé. Mais comme il sait que s'il ne travaille pas, il aura un contre-pouvoir. Tu vas dire non, le président de la République a annoncé des choses qu'il ne l'a pas fait. Voilà pourquoi Alassane Ouattara travaille. Donc, un pouvoir sans contre-pouvoir devient de la dictature. C'est vrai que donc, le bilan... aujourd'hui, on parle d'un pays démocratique. La Côte d'Ivoire est un pays démocratique parce qu'il y a l'opposition. Si le PDC devient au RHDP et que Laurent Gbagbo vient aussi au RHDP, Simone Gbagbo vient au RHDP et puis Blé Goudé vient au RHDP, il n'y a plus de démocratie. Alors justement, certes, vous le dites, on observe plus ou moins... On sera dans un parti unique et le président de la République fera tout ce qu'il veut, même s'il ne fait rien, il n'aura personne à redire. Et moi, je suis surpris un peu des propos de Pascal Affi-N'Guessan qui dit « Une alliance pour dépasser nos antagonistes du passé ». On peut être dans une sorte d'antagonisme, mais être dans la paix, et on le voit en Côte d'Ivoire plus ou moins. Mais Jean-Richard, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en plus de ce que tu viens de dire, Affi-N'Guessan a dit que c'est pour sortir de la solitude politique. Mais comment il peut dire qu'il est seul politique? Il y a justement un élément sur lequel j'aimerais... Il y a un élément sur lequel j'aimerais que l'on rebondisse, c'est justement la question du contexte. C'est-à-dire Affi-N'Guessan, ex-membre d'une coalition de l'opposition, jusqu'en 2020, donc après... la crise électorale du troisième mandat, comme on l'a appelé. Il était même le porte-parole du CNP. Justement, et Affi-N'Guessan qui est mis à l'écart par Henri Konan Bédié après cette crise-là et qui se retrouve pratiquement seul, mis à l'écart par le PDC, avec qui il avait justement entamé une alliance en 2019, avant que le PDC ne se rapproche de Laurent Gbagbo, qui plus tard forme le PPACI. Affi-N'Guessan qui semble être esselé dans cette opposition dans laquelle on semble ne pas lui faire vraiment confiance, à l'exception peut-être de Charles Blé Goudé, parce que même avec Simone Gbagbo, ce n'est pas encore clairement établi. Est-ce que, vraiment j'ai envie que vous réagissiez sur cette question-là, est-ce qu'il a été quelque part poussé malgré lui à se jeter dans les bras de Ouattara, comme le stipule justement notre thème? Et pourtant, en 2020, il avait été accusé de complot contre l'autorité de l'État, mouvement insurrectionnel, acte de terrorisme. Et après, l'homme s'est retrouvé seul. Vous avez véritablement raison. C'est dommage. Mais est-ce que c'est une raison suffisante? Est-ce que c'est une raison suffisante? Mais est-ce qu'il n'est même pas encore en train de donner raison à ceux qui l'ont lâché? Bédié l'a lâché parce qu'il le soupçonnait d'être proche du RHDP, sans doute. Laurent Gbagbo l'a lâché parce qu'il le soupçonnait d'être proche du RHDP. Aujourd'hui, effectivement, il se retrouve pas proche, mais avec le RHDP. Du coup, il donne raison à Laurent Gbagbo, il donne raison à Henri Konan Bédié qui le soupçonnait ainsi dans le temps. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher concrètement à Affi-N'Guessan? Est-ce le fait de dialoguer avec le pouvoir? Laurent Gbagbo l'a fait, Henri Konan Bédié l'a fait, Charles Blé Goudé le fait, Simone Gbagbo le fait. Qu'est-ce qui, dans la démarche politique d'Affi-N'Guessan, gêne, selon vous? Oui, non, je pense que... comment on appelle le président Henri Konan Bédié, la semaine dernière, à l'occasion de la présentation du vœu de ses militants à Daoukro, disait que chacun va dans un parti en fonction de ses convictions et de son idéologie politique. Affi-N'Guessan s'est retrouvé au RHDP en fonction de sa conviction. Avec le FAO, mais avec le RHDP. Vous savez, il y a quand même une différence. Oui, c'est une démarche qui ne peut pas aboutir. Il ne sera pas avec le RHDP, il sera dans le RHDP. Parce que l'alliance avec le RHDP n'existe pas. Bon, pour l'instant, il est avec le RHDP. Il sera absorbé. Jean-Richard le disait tantôt. Il va jouer quel rôle au RHDP? Les premiers rôles ou les seconds rôles? Il y a un monde derrière Affi-N'Guessan qui espérait certains devenir ministres, d'autres devenir DG, d'autres devenir PCA. Que deviendront-ils? Au RHDP, il y a des cadres qui ont des postes. Affi-N'Guessan va balayer tout cela pour installer ses cadres? Non, ce n'est pas possible. Il va jouer les seconds rôles. Lui, il jouera les seconds rôles. Ses suiveurs joueront les seconds rôles. Et d'ailleurs, certains de ses suiveurs ont déjà lancé l'alerte. D'autres ont démissionné. En l'occurrence, le secrétaire national du FPI chargé
excusez-moi, chargé de... Allez-y, consultez vos notes. Oui, du Moyen-Orient, un certain Adou. Il a rendu sa démission. Il dit qu'il ne se retrouve pas dans la nouvelle approche de Afin N'Guessan vis-à-vis du RHDP. Très bien. Ça veut dire que les jours qui vont suivre, il peut avoir beaucoup de défections. Jean-Richard, est-ce que vous partagez ce point de vue? Certaines personnes ont parlé de questions d'argent. Gérer un parti politique, ça coûte cher. Et aujourd'hui, il semblerait, c'est dans les indiscrétions, qu'Afin N'Guessan n'aurait pas les moyens pour tenir le FPI. Tenir un parti politique, résultat dit, il faut des tournées, il faut consulter la base. Et aujourd'hui, l'homme financièrement est assez faible. Et en allant au RHDP, c'est pour se refaire un moral financier. Sait-on jamais? On peut prendre en compte cette hypothèse. Mais en allant au RHDP, comme le disait M. Dampa à l'instant, c'est entre griffes s'assurer d'une mort certaine. Parce que, comme il le disait tantôt, Afin N'Guessan n'y va pas pour jouer les premiers rôles. Il y a déjà un parti assez fort, un parti qui a su se consolider au-dessus du président Alassane Ouattara, qui d'ailleurs fait un travail assez énorme, on le voit. Qu'est-ce que Afin N'Guessan pourra bien apporter au RHDP si ce n'est pas s'assurer une assise dans la région du Moro? Enfin, même si le bilan économique du président Ouattara peut être contestable sur certains plans. Même si son bilan est contestable, c'est que Afin est conscient de ne pas pouvoir faire mieux que Ouattara. Il sait que dans la position actuelle de son parti, jamais il ne pourra gagner les élections en Côte d'Ivoire. Conscient de cela, il dit mais autant m'affilier au parti existant pour ne serait-ce qu'avoir quelques Picardie pour gérer mon parti. Mais ce qui est dommage, c'est en termes de notre temps d'antenne. Ce qui est dommage, c'est les différentes critiques venant du PPACI. En 1995, Laurent Gbagbo disait qu'il n'y a pas d'alliance contre nature. Donc aujourd'hui, je pense que donner des leçons de morale à Afin N'Guessan... Dans le cas du fameux fonds à l'origine du boycott actif. Et le président Bédier qui disait que la 30 secondes, l'appréciation des réalités. La scène d'appréciation, 30 secondes avant de boucler. Alors justement, moi, avant qu'on en finisse, nous sommes pratiquement au thème de notre temps d'antenne. Je voudrais qu'on se prononce rapidement, chacun en 1 minute au maximum, sur les conséquences possibles que peut avoir ce choix du FPI dans son positionnement au niveau sur l'échiquier politique ivoirien, notamment dans l'opposition. Est-ce que le FPI peut être toujours considéré comme étant membre de la grande famille de l'opposition? Pas du tout. Ou est-ce que le FPI, déjà, vous avez déjà réagi? Non, mais c'est pas possible. Le FPI est déjà, comme je le disais tantôt, le FPI est pratiquement inféodé au RHDP. Donc le FPI... Cela va renforcer son isolement, vous le pensez? Pas son isolement, non, il n'est plus isolé. Il y a quand même le COGEP, il y a quand même le MGC. Il y a quand même le COGEP et le MGC qui semblent avoir des rapports assez proches avec le FPI. Le FPI d'Afin N'Guessan. Mais s'ils ont des rapports proches avec le FPI d'Afin N'Guessan, c'est qu'eux aussi ils vont s'inféoder au RHDP. C'est des alliés du RHDP. Donc ils ne font plus partie des partis d'opposition. Bon, il n'y a que le PPACI et puis le PDCI qui sont maintenant les grands partis de l'opposition. Et GPS également, de Guillaume Soro, oui, qui véritablement tient tête. Tout à fait. D'accord, alors vous également, c'est vrai que pour le moment, le FPI n'est pas encore membre du RHDP. C'est important de le clarifier. On est dans le cadre d'une alliance, un peu comme c'est le cas entre le PPACI et le PDCI-RDA. Pour vous, l'avenir du FPI dans l'opposition ivoirienne est carrément hypothéqué avec cette alliance. Hypothéqué véritablement. Moi, au-delà de cet aspect, moi, je veux saluer la force politique du RHDP qui réussit plus ou moins à fédérer tous ces... Il y a des partis avec des idéologies assez différentes de celles du RHDP. Mais ce parti politique a réussi plus ou moins à attirer certaines personnes, attirer certains hommes politiques. Et je pense que c'est une force politique qu'il faut reconnaître au RHDP. On aura peut-être le temps ou l'occasion de revenir sur ces différentes questions lors d'un prochain numéro. Merci à vous d'avoir été là. Je rappelle que nous recevions donc comme consultant Jean-Richard N'Guessan, journaliste indépendant, et Nondou Daba, président de l'Union des patrons de presse en ligne de Côte d'Ivoire. Merci de votre disponibilité. Merci également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à bientôt pour un prochain numéro du 24-12 sur A12 Télévision.